un écrivain n'a pas pour objectif de s'engager dans la résolution des problèmes de sa société. Pour faire rêver, n'est-ce pas, donc ses lecteurs. Donc si on doit faire une petite synthèse par rapport à ce premier point, on retient que la littérature divertit, parce que la littérature met l'accent sur le travail esthétique qui donne du plaisir au lecteur. La littérature divertit, parce que la littérature est un moyen d'évasion pour le lecteur. La littérature divertit aussi parce que la littérature a une dimension onirique. Elle comble les manques du lecteur. Ce qu'on ne peut pas avoir dans la vie réelle, mais on peut l'obtenir à travers les œuvres littéraires. Deuxième fonction de la littérature, deuxième grande vocation, c'est la littérature comme moyen de connaissance. Donc après la dimension ludique, donc deuxième, littérature comme moyen de connaissance. Connaissance qui vient du verbe connaître. Qu'est-ce que la littérature nous permet de connaître? Mais elle nous permet de connaître d'abord l'homme. Et l'homme ici, on l'écrit avec un H majuscule. Et quand on dit homme avec H majuscule, ça renvoie à l'être humain de manière générale. Lorsque nous lisons les œuvres littéraires, on peut nous raconter la vie d'une personne réelle. Des fois même, c'est le romancier lui-même qui raconte sa propre vie. Comment appelle-t-on maintenant un roman dans lequel le romancier raconte sa propre vie? Donc, autobiographie. Des fois, nous lisons un livre dans lequel l'écrivain donc parle de sentiments qu'il a ressentis par rapport à des événements précis de sa vie. C'est ça qu'on appelle donc le lyrisme. Sentiment de bonheur, sentiment de malheur, mais c'est surtout des sentiments qu'il a ressentis par rapport à des événements précis de sa vie. Des fois, nous lisons des œuvres littéraires dans lesquelles l'écrivain procède à une analyse psychologique de l'être humain. Donc, si la littérature nous permet de connaître la vie de l'être humain, si la littérature nous permet de connaître les sentiments de l'être humain, si la littérature donc nous permet de connaître la psychologie de l'être humain, mais on peut supposer que la littérature est un moyen de connaissance de l'être humain. Donc, la littérature nous permet de connaître l'homme au sens général, donc au sens d'être humain. La littérature aussi nous permet de connaître l'histoire. Et l'histoire ici, on l'écrit aussi avec un H majuscule. Et rappelons maintenant, quand on dit histoire avec H majuscule, ça renvoie à quoi? Mais ça renvoie à l'histoire en tant que science. C'est l'histoire que votre prof d'histoire et de géographie vous enseigne à l'école. C'est l'histoire qui a été confinée dans des œuvres historiques. C'est-à-dire les grands événements qui ont marqué la vie de l'humanité. Des fois, vous lisez des œuvres littéraires dans lesquelles l'écrivain ne fait que réécrire un événement qui a marqué donc la vie de l'humanité. Vous prenez, n'est-ce pas, donc un roman comme Les bouts de bois de Dieu de Ousmane Sembène. Mais Ousmane Sembène, il rappelle une grève qui a eu lieu entre Dakar, Thiès et Bamako. Grève qui a eu lieu entre les années 1947 et 1948. Grève qui a été organisée par des cheminots. D'ailleurs, au moment même où il publiait ce roman-là, mais beaucoup d'acteurs de cette grève-là étaient toujours vivants. Ce qui veut dire que donc, grâce à ce roman-là, mais nous, Sénégalais du 21e siècle, mais on peut avoir des informations donc, sur ce fait historique qui a marqué donc l'histoire du Sénégal. Donc la littérature est un moyen de connaissance de l'homme. La littérature est un moyen de connaissance de l'histoire, mais la littérature aussi peut permettre aux lecteurs de découvrir d'autres cultures et d'autres civilisations. Lorsque nous lisons une œuvre littéraire, nous voyageons. Nous entrons dans d'autres cultures, nous entrons dans d'autres civilisations, nous connaissons d'autres réalités culturelles sans pour autant bouger de chez nous. Aujourd'hui, si un Français lit un roman comme Une si longue lettre de Mariama Ba, mais ce Français-là qui est en France et qui n'est jamais venu au Sénégal, il aura l'occasion donc de découvrir la société, n'est-ce pas, donc sénégalaise, la mentalité, n'est-ce pas, donc du Sénégalais, les réalités culturelles du Sénégal.
Donc, on retient que la littérature peut permettre au lecteur de connaître l'homme, de connaître l'histoire, mais de voyager aussi, de pouvoir découvrir d'autres cultures, d'autres civilisations. Troisième fonction de la littérature comme arme de combat. Très souvent, c'est ce que vous appelez donc la littérature engagée. Mais moi, c'est un mot dont je me méfie beaucoup, parce que peut-être que le terme, il a été un peu galvaudé. Donc, on l'utilise donc par-ci, par-là, à telle enseigne qu'on ne sait plus ce que ça signifie. Mais retenons, pour nous comprendre, que ce que vous appelez donc littérature engagée, c'est ce que j'appelle moi donc la littérature comme arme de combat. Maintenant, la littérature, qu'est-ce qu'elle peut combattre? Mais elle peut combattre les injustices et autres. Et tout ça maintenant, donc, on peut employer donc le mot M-A-U-X, c'est-à-dire l'ensemble des problèmes de la société. La littérature peut être un outil de combat parce que la littérature peut être un outil de conscientisation d'une masse. Conscientisation qui vient du verbe conscientiser. Et quand on dit masse, c'est le peuple. C'est-à-dire donc les gens qui n'ont pas la chance d'avoir un esprit très éveillé. Ces gens-là, la littérature peut leur ouvrir les yeux par rapport à des problèmes qu'ils vivent. C'est ça qu'on appelle la conscientisation. La littérature est arme de combat car la littérature peut être un outil de dénonciation. Qu'est-ce que la littérature peut dénoncer? Mais il peut dénoncer des maux d'ordre social, comme aussi il peut dénoncer des maux d'ordre politique. Donc si vous aviez à traiter ça dans le cadre d'une dissertation, l'élève pourrait dissocier ces deux paragraphes-là. Premier paragraphe montrer que la littérature est arme de combat parce qu'elle conscientise la masse. Deuxième paragraphe, la littérature est arme de combat parce que donc elle peut combattre, n'est-ce pas, donc les maux d'ordre social, comme aussi il peut combattre les maux, n'est-ce pas, donc d'ordre politique. Quand on dit, n'est-ce pas, donc les maux d'ordre social, mais c'est les problèmes qui naissent dans la vie, n'est-ce pas, donc de la société, les injustices et autres. Les maux d'ordre politique maintenant, c'est lorsque donc un système politique brime un peuple, le fait souffrir. Quand on prend par exemple la colonisation, mais la colonisation est un fait politique. La dictature est un fait politique. Des fois, un écrivain peut combattre donc des tares donc sociétales et ne pas s'intéresser donc à la politique. Mais retenons que la littérature, n'est-ce pas, donc combat ces deux types de mots-là. La littérature aussi est arme de combat car la littérature peut pousser un peuple à la révolte. Parce qu'une fois maintenant donc que l'écrivain donc dénonce ce qui ne va pas, il peut pousser maintenant donc le peuple à se révolter par rapport à ce qui ne va pas. Donc là, on ne peut pas perdre donc beaucoup de temps parce que je sais que c'est des choses que vous maîtrisez très bien. Donc retenons que la littérature peut être une arme de combat. Quatrième fonction de la littérature comme moyen de formation et d'interrogation. Formation et interrogation. Maintenant, pourquoi je dis formation et interrogation? Parce que la littérature est d'abord un moyen donc de formation. Et quand on dit formation, ça renvoie à la dimension pédagogique de la littérature. Le mot pédagogique, on peut le remplacer par le mot éducatif, n'est-ce pas? La littérature éduque. Maintenant, comment elle peut éduquer? Elle peut éduquer en inculquant au lecteur ce qu'on appelle des valeurs morales. Mais la littérature éduque aussi parce que la littérature peut être pour le lecteur un moyen d'interrogation. C'est ça qu'on appelle donc la dimension philosophique de l'œuvre littéraire. Il peut maintenant arriver que dans le cadre de vos dissertations, mais qu'on vous demande de montrer dans une partie comment la littérature peut-elle inquiéter le lecteur. Rappelons maintenant qu'une littérature qui inquiète, une littérature qui perturbe le lecteur, une littérature qui est un moyen d'interrogation, mais c'est d'abord une littérature qui dévoile les plaies d'une société. Quand on dit plaies, c'est une métaphore. Les plaies, n'est-ce pas, donc ça renvoie aux aspects négatifs qu'on retrouve dans une société.
Les plaies, c'est les dangers qui existent dans cette société-là. Il existe des œuvres littéraires qui ne se focalisent que sur les aspects négatifs d'une société. À telle enseigne que si vous lisez ces œuvres-là, mais vous allez finir par croire que cette société-là donc n'a rien de bon. C'est une société qui est essentiellement négative. Quand on prend le roman réaliste français du 19e siècle, un roman que vous avez eu au programme, Le Père Goriot de Balzac. Mais si vous lisez donc Le Père Goriot de Balzac, mais vous allez vous rendre compte que ce roman-là donc ne met l'accent que sur les aspects négatifs de la société française du 19e siècle. À telle enseigne que finalement, mais vous allez vous dire que mais cette société-là donc est essentiellement négative. Donc une littérature qui inquiète, c'est une littérature qui ne met l'accent que sur les dangers et les plaies d'une société. La littérature aussi peut inquiéter lorsque la littérature pose des questions métaphysiques. Les questions métaphysiques, ce sont les questions existentielles. Maintenant, pourquoi donc ces questions-là peuvent être source d'inquiétude? Mais c'est parce que donc c'est des interrogations que le lecteur a, des interrogations maintenant qui ne peuvent pas avoir de réponse. Et l'être humain, naturellement, à chaque fois qu'il pose une question et qu'il n'a pas de réponse par rapport à cette question-là, mais cela peut quadrupler son inquiétude. Vous posez une question pour comprendre et vous n'avez pas de réponse. Cela, n'est-ce pas, donc peut plus vous inquiéter. Troisième raison qui fait qu'on puisse dire que la littérature est un moyen d'interrogation, c'est que la littérature, donc, des fois, est capable de remettre en cause les certitudes du lecteur. Quand on dit certitude, ce sont ses croyances. Les certitudes peuvent être d'ordre religieux, comme elles peuvent être d'ordre traditionnel. Des fois, il nous arrive de lire des œuvres littéraires et à la fin de cette œuvre-là, d'être perturbé. Cette œuvre peut nous éloigner de notre foi religieuse. Parce que donc l'œuvre a réussi, n'est-ce pas, donc à nous inquiéter, à nous perturber. Donc, on retient ici que par rapport à cette dimension interrogative de la littérature, que la littérature peut inquiéter les lecteurs parce que la littérature dévoile les plaies de la société. La littérature inquiète les lecteurs parce que la littérature peut avoir une préoccupation métaphysique. La littérature aussi peut inquiéter parce que la littérature peut remettre en cause les certitudes du lecteur, tant sur le plan religieux que sur le plan traditionnel. N'est-ce pas? Donc, en gros, voilà les 4 grandes vocations de la littérature que nous avions trouvé important de relever. Donc, pour nous résumer, on retient que la littérature peut avoir une dimension ludique, la littérature peut être un moyen de connaissance, la littérature peut être une arme de combat, mais la littérature aussi peut avoir une préoccupation pédagogique. Et dans cette préoccupation pédagogique, nous avons surtout insisté sur la dimension interrogative de l'œuvre littéraire. Donc ce qu'on constate par là, c'est quoi? C'est qu'ici, nous avons abordé l'influence que l'écrivain peut avoir sur les lecteurs. L'écrivain, il écrit pour divertir les lecteurs, il écrit pour éduquer le lecteur, il écrit pour inquiéter le lecteur, il écrit pour faire connaître ce lecteur-là. Mais la question des fois qu'on peut se poser est, est-ce qu'on peut écrire pour soi-même? Est-ce que des fois, donc, l'écrivain qui écrit, il peut écrire pour lui-même et ne pas écrire pour les autres? Je rappelle que ces points que nous abordons, c'est des points que vous pouvez retrouver dans les sujets de dissertation que vous aurez à traiter. Mais retenez bien que de la même manière que donc on écrit pour les autres, c'est de cette même manière-là aussi qu'on peut écrire pour soi-même. Maintenant, pourquoi dit-on que l'écrivain peut écrire pour soi-même? Mais l'écrivain écrit pour soi-même parce que des fois, il écrit un livre dans lequel il se prend comme modèle. C'est-à-dire qu'au lieu de parler des problèmes de la société, au lieu de parler donc de quelqu'un d'autre, mais il écrit un livre dans lequel donc il parle donc de sa propre personne. Il raconte sa vie, il parle de ses sentiments, il parle donc de ses émotions ressenties par rapport à des événements précis de sa vie. Quelqu'un comme Michel de Montaigne, donc Montaigne,
Mais Michel de Montaigne, il dit: je suis moi-même la matière de mon œuvre. C'est-à-dire que donc dans mon œuvre, je ne parle que de ma propre personne. Donc je suis moi-même la matière de mon œuvre. Deuxième raison, deuxième argument qui fait qu'on puisse soutenir l'idée selon laquelle on peut écrire pour soi-même, c'est de dire que donc des fois, l'écriture est pour l'écrivain un moyen de se soulager. Donc au lieu donc d'écrire pour soulager donc les autres, il écrit pour se soulager donc lui-même. C'est-à-dire que donc des fois il est confronté à des problèmes. Ces problèmes, n'est-ce pas, donc sont tellement difficiles pour lui qu'il éprouve le besoin de mettre ça dans une œuvre. Parce que c'est ça qui lui permet, n'est-ce pas, donc de se sentir mieux à l'aise. Mariama Ba, elle disait dans une si longue lettre que la confidence noie la douleur. Quand vous avez un problème et que vous parlez donc de ce problème-là à quelqu'un d'autre, c'est une certaine manière de vous débarrasser de ces problèmes-là. Confidence noie la douleur. N'est-ce pas? Dans votre cours sur la poésie, vous avez aussi l'exemple de Lamartine. Lamartine, il disait à propos donc de ses œuvres poétiques, ce n'était plus un art, c'était un soulagement de mon propre cœur qui se berçait dans ses propres sanglots. C'est-à-dire que donc quand j'écris, je n'écris pas donc pour écrire tout simplement, je n'écris pas pour la beauté, mais j'écris parce que l'écriture est pour moi en tant qu'écrivain un moyen donc de me soulager, de me sentir mieux à l'aise. Donc l'écrivain écrit pour lui-même en se prenant comme son propre modèle. L'écrivain écrit pour lui-même parce que l'écriture est pour lui un moyen de se soulager. Mais l'écrivain aussi écrit pour lui-même parce que la littérature peut être pour lui un moyen de vivre par procuration ce qu'il ne peut pas vivre dans la vie réelle. De la même manière que donc on peut lire un livre dans lequel donc on vit par procuration quelque chose qu'on ne peut pas avoir dans la vie réelle, mais l'écrivain qui écrit aussi peut mettre dans ses œuvres ce qu'il ne peut pas avoir dans la vie réelle. Tout ce qui lui manque et qu'il voudrait avoir, mais il peut écrire un livre dans lequel il va, n'est-ce pas, donc réaliser cela. N'est-ce pas? Donc Marcel Proust, c'est un romancier français du XXe siècle. Donc Marcel Proust, il écrit, on ouvre les guillemets, un livre est le produit. Un livre est le produit d'un autre moi. Moi, M-O-I-N. Donc, un livre est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons. Donc, un livre est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, virgule. Un livre est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, virgule, dans la société, dans nos vices. Fin de citation. Donc un livre est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société et dans nos vices. Donc cette citation nous permet de clore ce que nous avions donc à dire par rapport à la littérature. Deuxième point que nous allons aborder, c'est sur le roman. Maintenant, ces émotions-là donc peuvent être la haine, la compassion, la tristesse, la pitié. Des fois, quand vous demandez à quelqu'un que penses-tu de Modou Fall dans une si longue lettre, man la Modou Fall man dama ko bañ parce que ni mu def jabar ji ainsi de suite. Mais ce que nous ne devons pas oublier, c'est quoi? C'est que nous ressentons des émotions pour un personnage qui n'existe pas.
Mouroufal n'a jamais existé, Ramatoulaye n'a jamais existé. Ce ne sont que des êtres de papier. Mais c'est parce que donc nous sommes pris au piège de la fiction que nous avons tendance à ressentir ces émotions-là pour quelque chose qui n'existe pas. Ça aussi, c'est une certaine forme de divertissement. Le roman nous divertit aussi parce que le roman donc, nous invite au voyage. C'est l'aspect évasif que nous avions vu tout à l'heure avec la littérature. Le roman est un moyen d'évasion. Maintenant, en dehors de cette fonction divertissante du roman, deuxième fonction, la fonction didactique. Donc, fonction didactique. Et tout à l'heure, vous m'avez dit que didactique, c'est la fonction pédagogique. Le roman est un moyen d'éducation. Maintenant, comment il peut éduquer? Il éduque d'abord car il enseigne des vertus. Il inculque des valeurs morales. N'est-ce pas? Le roman éduque car il inculque au lecteur des valeurs morales. N'est-ce pas? Le roman nous apprend l'amour du prochain. Le roman nous apprend le respect. Le roman nous inculque le courage en tant que lecteur. Quand je lis un roman comme Une si longue de Mariama Ba, mais on m'apprend la valeur de l'amitié. Parce que Ramatoulaye, dans ces moments de difficulté, mais elle s'est reposée. Donc cette valeur-là, on peut nous la transmettre à travers la lecture des romans. Deuxième argument qui peut montrer que le roman éduque, c'est que le roman présente une vision de l'homme. Présente une vision de l'homme. C'est-à-dire, le roman enrichit l'expérience du lecteur. Donc, enrichit l'expérience du lecteur. L'expérience, hein? Vous savez ce que c'est que l'expérience maintenant? L'expérience, c'est quoi? Les connaissances. Les connaissances. Est-ce que ce que vous apprenez à l'école, c'est l'expérience? À l'école, on vous inculque le savoir, on vous inculque des connaissances. Maintenant, quand on dit l'expérience, c'est quoi? Les réalités culturelles. Les réalités culturelles, c'est les réalités culturelles. Des fois, vous entendez dire de quelqu'un que Djangoul, mais il a une expérience. Ça veut dire quoi? Mais jusqu'à présent, vous n'avez pas expliqué ce que veut dire expérience. Pensez. Non, non. L'expérience. Savoir-faire. Non, pas savoir-faire. Savoir-vivre. C'est possible. Mais l'expérience. Quand on dit de quelqu'un qu'il est expérimenté, il a beaucoup de connaissances parce qu'il a beaucoup vécu. L'expérience, c'est le vécu. Maintenant, pourquoi dit-on que le roman enrichit l'expérience du lecteur? Mais c'est parce que lorsque vous lisez un roman, mais vous lisez l'histoire d'une personne qui vous ressemble, vous avez l'occasion de voir comment cette personne-là a été confrontée à des difficultés et comment il a fait pour surmonter ces difficultés-là. Et ce qui est sûr et certain, c'est que le jour où vous, en tant que lecteur, vous serez confronté à cette même difficulté-là, mais vous allez utiliser cette connaissance que vous aviez acquise dans le roman pour surmonter aussi votre propre difficulté. Voilà pourquoi donc on dit que le roman éduque, parce que le roman peut enrichir l'expérience donc du lecteur. Troisième argument qui montre que le roman éduque parce que le roman éveille la conscience du lecteur.
Éveiller la conscience, ça veut dire quoi? Il inculque au lecteur un esprit critique. Maintenant, l'esprit critique est à différencier de l'esprit de critique. L'esprit critique mène au doute. Et ce doute-là, c'est ce qu'on appelle donc le doute. Ok. Doute méthodique, hein? C'est ça, doute méthodique? Ok. Ok. Quatrième et dernier argument qui montre que le roman peut être un moyen d'éducation, et c'est un argument que nous allons retrouver dans le théâtre. Le roman peut avoir une dimension cathartique. Donc le mot cathartique vient du mot catharsis. C-A-T-H-A-R. A une dimension cathartique. Donc C-A-T-H-A-R-T-I-Q-U-E. Cathartique. Maintenant, le mot cathartique vient du mot catharsis. Qu'est-ce que c'est que la catharsis? La catharsis, maintenant, c'est la purification des passions du lecteur. Purifier les passions du lecteur. Qu'est-ce que c'est que la passion? La passion, c'est les sentiments qui ne sont plus gouvernés par notre raison. Parce qu'un être humain normal, il doit ressentir des sentiments. Mais ces sentiments doivent être contrôlés par sa raison. Maintenant, si on arrive à un moment de sa vie où les sentiments ne sont plus contrôlés par la raison, on dit que ce sentiment-là donc est devenu pour l'être humain une passion. Le roman maintenant donc peut faire en sorte que le lecteur se débarrasse de ces passions-là, le lecteur se débarrasse de ces mauvais passions, parce qu'on lui montre les dangers auxquels peuvent mener ces passions. Donc après la fonction ludique du roman, le roman comme moyen d'éducation, troisième fonction, c'est le roman comme arme de combat, n'est-ce pas? Et je crois que là, donc, nous l'avons vu tout à l'heure avec la littérature. Donc je pense bien qu'on peut passer sur ça. Hein? On est d'accord? Donc ce sont les mêmes arguments qu'on avait développés qui reviennent. Peut-être que maintenant, rappelez que si vous êtes dans le cadre d'un devoir qui porte uniquement sur le roman, les exemples que vous devrez donner doivent être des exemples uniquement romanesques. N'est-ce pas? Quatrième et dernière fonction que nous allons voir sur le roman, c'est la fonction informative. Fonction informative. Le mot informatif vient du verbe informer. Le roman peut informer le lecteur. Maintenant, le roman informe sur quoi? Le roman permet d'abord au lecteur d'entrer dans des groupes sociaux auxquels il ne pouvait pas accéder auparavant. Quand on dit groupes sociaux, ça veut dire quoi? Il peut découvrir d'autres sociétés, et comme nous l'avons dit tout à l'heure à propos de la littérature, sans bouger de chez lui. Donc, accéder à des groupes sociaux. Entrer dans des groupes sociaux auxquels il ne pouvait pas accéder. Des fois, il m'arrive de lire un roman qui parle donc d'une autre culture, d'une autre société. Des réalités culturelles, n'est-ce pas, donc d'une autre société. Des fois même le roman peut parler, n'est-ce pas, donc de ma propre culture et me permettre de connaître quelque chose que je ne connaissais pas auparavant de cette culture-là. Ça arrive très souvent. N'est-ce pas? Quand on prend un roman comme Mbam Dictateur de Cheikh Aliou Ndao, mais au-delà du fait que ce roman-là donc critique les dictatures en Afrique, mais c'est un roman aussi qui introduit le lecteur dans l'univers des Laobé
au Sénégal. Donc grâce à ce roman, je peux mieux connaître ce groupe social, mieux connaître leur mentalité, n'est-ce pas? Le roman peut aussi informer sur l'histoire d'un peuple. Ça aussi, nous l'avions vu tout à l'heure avec la littérature. Histoire à mettre ici ou avec H majuscule. Donc, informer sur l'histoire donc d'un peuple. Réactualiser les événements qui ont marqué la vie de ce peuple-là. Rappeler ces événements-là. Et pour illustrer cette idée-là, nous allons prendre une citation de Georges Duhamel. Georges, comme vous l'entendez, avec S à la fin. Duhamel, c'est D majuscule, U, H, A, M, E, L. Donc, Georges Duhamel, il dit, vous ouvrez les guillemets, le romancier est l'historien du présent. Le romancier est l'historien du présent, virgule, alors que l'historien est le romancier du passé. Donc le romancier est l'historien du présent, virgule, alors que l'historien est le romancier du passé. Donc le romancier est l'historien du présent, alors que l'historien est le romancier du passé. Donc on ferme les guillemets. Donc le roman peut informer le lecteur par rapport à d'autres cultures, d'autres sociétés, permettre à ce lecteur-là d'entrer dans des groupes sociaux auxquels il ne peut pas accéder auparavant. Le roman aussi peut informer sur l'histoire avec H majuscule. Mais, troisième argument, le roman apporte aussi une connaissance du monde et de l'homme. N'est-ce pas? L'homme ici, à mettre, comme nous l'avons dit tout à l'heure, avec un H majuscule. C'est-à-dire que grâce au roman, on peut mieux connaître l'être humain. Vous avez, n'est-ce pas, l'exemple du roman autobiographique. Maintenant, cette dernière fonction du roman que nous venons de voir nous amène à aborder la question de la relation entre la réalité et la fiction dans le roman. Maintenant, quand on définit donc le roman, dans toutes les définitions que vous allez lire, on définit le roman comme étant une œuvre d'imagination en prose. Le mot imagination revient pratiquement dans toutes les définitions qu'on donne du roman. Imagination vient du verbe imaginer. Et quand on dit imaginer, ça veut dire inventer. Donc si on part de ce principe-là, on peut supposer que le roman est essentiellement fictif, inventé de toutes pièces. Mais ce que nous venons de dire de cette quatrième et dernière fonction-là contredit un peu cette vision-là. C'est ce qui est à l'origine de cette problématique, à savoir, est-ce que le roman repose sur le réel ou est-ce que le roman repose sur l'imagination? Ceux qui défendent l'idée comme quoi le roman repose sur le réel partent du principe que le roman est réel parce que le roman peut refléter les réalités donc d'une société. Refléter, ça veut dire montrer. Le roman est un miroir d'une société. Un miroir n'invente pas une image. Un miroir montre quelque chose qui existe déjà. Le roman est réel parce que le roman peut réactualiser l'histoire. Réactualiser, moi, rappeler. On rappelle quelque chose qui a déjà existé. Le roman est réel parce que le roman peut refléter la vie d'une personne réelle. Refléter veut dire montrer. On montre quelque chose qui existe déjà. Donc ceux qui ont défendu l'idée comme quoi le roman est réel, ceux sont basés sur le fait que donc le roman
montre les réalités d'une société. Le roman raconte la vie d'une personne réelle. Le roman réactualise un fait historique. À côté maintenant donc de ceux-là, il y a maintenant les autres qui disent que non, le roman n'est pas réel, le roman relève de l'imagination. Maintenant, les gens qui ont défendu cette conception-là, ils sont d'accord que le roman peut être réel. Ils sont d'accord que le roman peut refléter la réalité. Mais cependant, ils ont émis des réserves. Émettre une réserve, ça veut dire quoi? C'est donc dire que je suis d'accord, mais il y a un point qu'on doit soulever. Sur quoi ils se sont basés pour dire que le roman est imaginaire? Mais ils ont dit que même si le romancier donc raconte un fait qui est vrai, même si le romancier donc raconte un fait qui est réel, il ne faut pas oublier que ce romancier-là, il est un individu. Et par conséquent, il a une perception subjective de ce qu'il dit. Le contraire du mot subjectif, c'est le mot objectif. Objectif, c'est dire les choses telles qu'elles se sont réellement pensées. Maintenant, quand on dit subjectif, maintenant, c'est quoi? On dit, mais on fait intervenir nos émotions et nos sentiments. Ceux qui défendent donc la conception comme quoi le roman est imaginaire, ils disent que le romancier, à chaque fois qu'il parle du réel, il peut bien parler du réel, mais il parle du réel, n'est-ce pas, donc selon la perception qu'il en a. Et la perception, n'est-ce pas, donc qu'il a de ce réel-là, peut être différente de la perception donc, que quelqu'un d'autre pourrait avoir d'un même fait. C'est ce qui fait que des fois, quand vous lisez les romans, vous allez voir que donc un même fait historique, un même fait réel est raconté différemment par deux romanciers. Quand on prend par exemple la colonisation, mais la colonisation est un fait historique, c'est scientifique. Mais si vous lisez Ferdinand Oyono qui parle de la colonisation, vous lisez Bakary Diallo, Force Bonde qui parle de la colonisation, mais vous avez comme l'impression que ils ne parlent pas de la même colonisation. Le problème c'est quoi? C'est que Bakary Diallo, quand il parle de la colonisation, il préfère se focaliser sur les aspects positifs. C'est ça qu'il veut montrer. Ferdinand Oyono, il sait que la colonisation a des aspects positifs, mais il n'a pas voulu en parler. Il a préféré mettre l'accent sur les aspects négatifs. C'est pourquoi donc on dit que le romancier, même s'il parle d'un fait vrai, même s'il parle d'un fait réel, mais n'oublions pas qu'il a une perception subjective de la réalité. Voilà pourquoi donc on dit que le roman est fictif. Deuxième argument, deuxième raison qui fait que donc on dise que le roman il est fictif, c'est que le romancier donc des fois il parle du réel, mais en falsifiant ce réel-là, il le modifie, n'est-ce pas? Il peut modifier le réel pour éviter la censure. Il peut aussi modifier le réel par pudeur. C'est-à-dire que donc des fois le romancier qui va raconter sa propre vie, mais il arrivera un moment où certains événements de sa vie, mais la pudeur ou bien la souffrance fera qu'il ne va jamais les raconter tels qu'il les a vécus. Il va changer cela. Maintenant, dès l'instant qu'on modifie un fait qui prétend être réel, mais on n'est plus, n'est-ce pas, donc dans le monde de la vérité. N'est-ce pas? Jean-Jacques Rousseau, il disait que le romancier ne fait que sa propre apologie, car il ne montre au lecteur que la partie de sa vie digne de l'être. N'est-ce pas? Troisième raison maintenant, qui fait qu'on puisse dire que le roman est fictif, et ça, il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais prendre un roman comme étant la vérité, parce que le roman est un monde de papier. Tout roman, je dis bien tout roman, naît dans l'imagination de son écrivain. Il se donne un roman en français, vous le lisez rapidement, mais peut-être que si je vous donne un roman en arabe, beaucoup d'entre vous auront de sérieuses difficultés. Pourquoi? Mais parce que vous ne maîtrisez pas la langue qui vous permet de lire le roman. La poésie, nous l'étudions. Les poèmes que nous étudions, c'est des poèmes qui sont écrits en français. La langue française, vous l'apprenez depuis que vous avez 6 ans.
Mais cette année, en terminale, il peut arriver qu'on vous donne un poème, vous lisez ce poème-là et que vous trouvez que le poème est difficile à comprendre. Pourquoi? Parce que la poésie est un langage. Il faut être initié au langage poétique pour comprendre un poème. Le théâtre, maintenant, donc, on n'a pas besoin d'être initié. Vous allez voir un spectateur qui va regarder une pièce de théâtre où on parle français. Lui, il n'a jamais appris le français, mais il comprend la pièce. Pourquoi? Parce qu'au-delà de ce qui est dit, le théâtre est un spectacle. C'est un spectacle que vous avez devant vous. Vous regardez le spectacle et grâce à ce spectacle-là, vous comprenez le message qu'on veut véhiculer. Donc le théâtre divertit parce que le théâtre fait rire. Le théâtre divertit aussi parce que le théâtre est un art du spectacle qui n'a pas besoin d'une certaine initiation pour être compris. Jean Giraudoux, c'est un écrivain français, dramaturge français, Giraudoux. Il disait, le théâtre n'est pas un théorème, le théâtre est un spectacle. N'est-ce pas? Lorsque vous regardez une pièce de théâtre, mais vous n'avez pas, n'est-ce pas, donc à fournir beaucoup d'efforts pour comprendre, parce que c'est un spectacle qui se développe devant vous. Maintenant, le théâtre aussi divertit, parce que le théâtre aussi est un moyen d'évasion, comme nous l'avons dit à propos du roman, comme nous l'avons dit à propos de la littérature. Lorsque vous suivez une pièce de théâtre, mais vous quittez le monde réel, vous êtes dans un autre monde. Deuxième fonction du théâtre, c'est la fonction didactique. Maintenant, au théâtre, quand on parle de fonction didactique, on met ensemble l'éducation morale et l'éducation politique. Certains spécialistes du théâtre disent que le théâtre serait né en Grèce. Donc c'est en Grèce antique que pour la première fois donc, on a vu les pièces de théâtre. Et pourquoi donc on l'utilisait en Grèce? Mais parce que donc on supposait que c'était le moyen le plus rapide pour accéder à la masse, accéder à la population. Et c'est pourquoi d'ailleurs quand vous avez à traiter ça dans le cadre d'une dissertation, mais pour montrer que le théâtre éduque, on peut commencer par montrer que le théâtre éduque parce que le théâtre conscientise une masse. N'est-ce pas? Quand on dit masse, c'est la partie de la population, donc très souvent inculte et ignorante. N'est-ce pas? Aimé Césaire, il est membre fondateur du mouvement de la négritude. Aimé Césaire, en 1963, il a publié une pièce de théâtre, La tragédie du roi Christophe. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi vous avez arrêté d'écrire de la poésie pour te tourner vers le théâtre, il a répondu qu'il a voulu s'adresser aux Africains. Or, la majeure partie, n'est-ce pas, donc, des gens à qui il s'adressait, c'était des analphabètes, pour qui le texte poétique serait très compliqué à comprendre. Maintenant, pour pouvoir donc s'adresser à cette masse-là, il a préféré utiliser le théâtre parce qu'il savait que c'était le genre le plus facile à comprendre pour eux. Aimé Césaire a écrit La tragédie du roi Christophe parce que tout simplement, il a voulu avertir les Africains sur les dangers qui les attendent avec l'accession à l'indépendance. La majeure partie des pays africains sont devenus indépendants en 1960. 1963, il écrit cette pièce-là pour leur montrer comment maintenant il faudra faire pour que les indépendances n'échouent pas. Donc, premier argument, le théâtre éduque, car le théâtre est un moyen de conscientisation. Le théâtre aussi éduque parce que le théâtre donc, est un moyen d'éducation morale. N'est-ce pas? Lorsque nous suivons ou bien lorsque nous lisons les pièces de théâtre, mais le dramaturge peut inculquer des valeurs morales à son peuple. N'est-ce pas? Victor Hugo disait, donc je cite, Victor Hugo, il disait, 2 points, le théâtre est une chose qui enseigne et civilise. Donc, le théâtre est une chose qui enseigne et civilise. Donc, dimension morale du théâtre. Une chose
qui enseigne et civilise. Donc le théâtre éduque, c'est un moyen de conscientisation. Le théâtre éduque parce qu'il peut transmettre des valeurs morales au lecteur ou bien au spectateur. Le théâtre aussi éduque car il peut aborder les questions politiques de la cité. C'est-à-dire donc les problèmes, n'est-ce pas, politiques auxquels la cité est confrontée. L'exemple que nous allons prendre ici, c'est l'exemple de Jean-Paul Sartre. 1942, il a représenté une pièce de théâtre dont le titre est Les Mouches. Jean-Paul Sartre, vous connaissez, n'est-ce pas? Il est à la fois littéraire et philosophe, n'est-ce pas? 1942, il écrit et représente une pièce de théâtre intitulée Les Mouches. Les Mouches, hein? Donc c'est l'histoire d'une ville grecque qui a été envahie par des mouches. Donc, vous savez mouches? Et les efforts maintenant donc, que les populations vont faire pour chasser ces mouches-là hors de leur ville. Si on répercute maintenant donc le texte dans le contexte de 1942, mais 1942, la France était occupée par les Allemands. De la même manière que Jean-Paul Sartre montre des Grecs qui se battent contre des mouches, il a voulu, n'est-ce pas, donc dire au peuple français que vous devez vous battre contre ces Allemands-là qui vous ont envahis et qui vous ont colonisé. Donc le théâtre a été utilisé pour aborder les questions politiques de la cité. Quatrième et dernier argument qui montre que le théâtre éduque, nous l'avons tout à l'heure abordé avec le roman, le théâtre réalise la catharsis du spectateur. Catharsis, hein? C'est ce mot-là qui a donné le mot cathartique. C-A-T-H-A-R-S-I-S. Catharsis du spectateur. C'est-à-dire purifier le spectateur de ses mauvais comportements. Purifier, donc pousser le spectateur à se débarrasser de ses mauvais comportements parce que dans la pièce, on te montre les dangers auxquels peuvent mener ces mauvais comportements-là. En seconde, vous avez étudié une pièce de théâtre Phèdre, n'est-ce pas? Phèdre qui est écrit par Jean Racine. Mais dans Phèdre, qu'est-ce qu'on a voulu montrer? On a voulu montrer que l'individu, l'être humain, doit maîtriser ses passions. Distanciation, ça vient du mot distance, hein? N'est-ce pas? À chaque fois que vous suivez une pièce de théâtre, vous, en tant que membre de la société, vous avez l'occasion donc de regarder, vivre devant vous, votre propre société. Vous avez l'occasion donc de découvrir les défauts et les vices de cette société-là. C'est ça qu'on appelle donc le phénomène de la distanciation. C'est-à-dire que vous avez l'occasion de voir vivre devant vous la société à laquelle vous appartenez. Tant que vous étiez donc dans cette société-là, vous ne pouviez pas voir ces erreurs-là. Mais lorsque maintenant donc vous êtes là devant votre bien donc devant une salle de spectacle et que vous regardez, n'est-ce pas, donc votre société, mais vous avez la chance, n'est-ce pas, donc de voir ce qui ne va pas. Et troisième et dernier argument, mais si vous ne voyez pas, si vous avez l'occasion donc de voir ce qui ne va pas, le théâtre maintenant donc pourra vous permettre de rectifier les défauts qu'on retrouve dans cette société. N'est-ce pas? Ne pas se rendre au théâtre. Schopenhauer. Donc il disait, ne pas se rendre au théâtre, c'est comme faire sa toilette sans miroir. Donc ne pas se rendre au théâtre, c'est comme faire sa toilette sans miroir. Point et on ferme les guillemets. Ne pas se rendre au théâtre, c'est comme faire sa toilette sans miroir.
point, on ferme les guillemets. Une manière pour lui de montrer que le théâtre permet de voir les défauts de la société et de trouver maintenant donc une solution à ces défauts-là. Donc en gros, voilà les 3 grandes vocations qui sont assignées au théâtre. La vocation ludique, la vocation pédagogique et le théâtre comme miroir de la société. Le dernier point maintenant que nous allons aborder ici, c'est un point qu'on retrouve aussi dans les dissertations qu'on nous propose au théâtre. Des fois, certains spécialistes du théâtre disent que le théâtre n'a de sens que lorsque il est représenté sur scène. C'est-à-dire que donc, lorsque nous lisons seulement le texte écrit, ce que nous lisons, n'est-ce pas, donc, n'a pas de valeur. Pour que le théâtre puisse avoir de la valeur, il faudra nécessairement qu'on le représente sur scène. C'est ça qu'on appelle donc le théâtre art du spectacle. Donc la question ici est, est-ce qu'une pièce de théâtre peut avoir de la valeur si elle n'est pas représentée sur scène? Maintenant, ceux qui trouvent que le théâtre n'a de valeur que s'il est représenté sur scène, qu'est-ce qu'ils disent? Et ils disent d'abord que lorsque vous prenez une pièce de théâtre, vous allez voir que dans la pièce, il y a ce qu'on appelle donc les didascalies. Didascalies, hein? D-I-D-A-S-C-A-L-I-E-S. Les didascalies, c'est des informations qu'on met dans la pièce de théâtre et qui sont relatives à la représentation sur scène. Ceux qui disent que le théâtre n'a de sens que s'il les représente, ils disent que si ces informations donc n'étaient pas utiles, le dramaturge lui-même n'aurait pas éprouvé le besoin de mettre ça dans la pièce didascalique. Ensuite, le théâtre est un art de spectacle car le théâtre demande 2 choses. Un comédien et un public. Si vous représentez une pièce de théâtre et qu'il n'y a pas de public, mais on va supposer que donc votre représentation a échoué. Parce que c'est le public qui doit apprécier le travail que vous faites. S'il n'y a pas de public, il y a échec. Donc la présence du public, la présence des comédiens est indispensable pour la compréhension donc de l'œuvre théâtrale. Ensuite, et c'est la dernière chose qu'on va relever ici, le jeu de l'acteur, le jeu du comédien est important au théâtre. Parce que c'est grâce à ce jeu-là que les spectateurs qui ne peuvent pas lire la pièce peuvent comprendre le message véhiculé par la pièce. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on peut regarder une pièce théâtrale qui est faite en anglais. Nous ne comprenons pas ce qu'ils disent, mais nous comprenons l'histoire grâce au jeu, n'est-ce pas, donc de l'acteur. Donc, n'eût été ce jeu de l'acteur-là, on ne pourrait pas comprendre donc la finalité et l'importance donc de la pièce, n'est-ce pas? Donc, la présentation a été un peu longue. Nous allons retourner donc la parole, M. John, n'est-ce pas? Maintenant, comme je l'ai dit en commençant, le plus important donc dans un exposé, c'est surtout de dire vos préoccupations, là où vous sentez qu'il y a des problèmes, et nous allons tenter maintenant donc d'apporter des réponses par rapport à ces problèmes-là. Merci beaucoup. Ce dont les candidats ont besoin, c'est-à-dire leur donner des outils pour leur permettre d'aborder l'épreuve de dissertation. Vous avez vu, à chaque point, il a essayé d'énumérer des arguments et des exemples. Et le travail qui est attendu de vous sera présenté aussi sous cette forme. Quand vous faites une dissertation, quand vous défendez un point de vue littéraire donné, vous avez besoin d'arguments, mais aussi d'illustrations pour ce point. Je pense que pour la dissertation, donc, vous avez assez d'outils donc, pour vous en sortir. Comme il a dit tout à l'heure, donc l'exposé n'était qu'un prétexte qui va nous permettre d'entrer dans un débat intéressant et
un débat dans lequel on aura besoin de la participation de chacun de vous. Je pense qu'aucun candidat ne doit sortir de cette salle avec une préoccupation d'ordre littéraire. Donc, on est là à votre disposition. Donc, on va s'organiser pour les réactions, essayer de nous faire parvenir donc, vos inquiétudes, les problèmes que vous avez et les points sur lesquels vous aimeriez qu'on revienne. Même s'il y a des points qui n'ont pas été évoqués dans l'exposé, vous pouvez donc les poser et on va essayer donc de vous apporter des réponses. On peut en même temps avoir la poésie et le roman. Effectivement. D'ailleurs, en venant, je vais apporter un sujet qui m'a été proposé par un de mes élèves parce qu'on a eu à leur donner ça en évaluation, n'est-ce pas? Et vous allez voir que donc, dans ce sujet-là, le professeur a touché aux 3 genres qui constituent donc votre programme de cette année. Et comment maintenant donc je vais résoudre les questions qui m'ont été posées par le professeur. Le prof qui a proposé ce sujet-là, il a demandé à ses élèves 3 questions. Vous répondrez à la question en expliquant d'abord chacun des caractéristiques attribuées à ces genres. Quand il dit que le poète il est égoïste, lui, qu'est-ce qu'il entend par égoïste? Quelqu'un qui est égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Maintenant, vous répercutez maintenant donc l'information sur votre cours. Vous avez appris la poésie. Quand on dit que le poète il ne pense qu'à lui, mais ça me renvoie à quelle fonction de la poésie? De la fonction? Mais déjà, quand il dit que le poète il est seulement lyrique, mais sans même, avant même d'avancer, mais déjà vous avez, n'est-ce pas, donc les éléments pour battre en brèche cette idée-là. Parce que dans votre cours, on vous a appris que le poète il n'est pas seulement lyrique, mais le poète il peut aussi être esthétique. La poésie aussi peut être, n'est-ce pas, donc une arme de combat. Donc déjà vous anticipez même sur les éléments de la deuxième partie. Quand il dit que le dramaturge il est illusionniste, il n'est là que pour divertir. Mais effectivement, le dramaturge divertit. Mais est-ce que le dramaturge se limite seulement donc à divertir? Il dit que le romancier vive le réel et le représente avec beaucoup d'objectivité. Tout à l'heure, nous l'avons abordé. Le romancier qui représente le réel avec objectivité, mais c'est le romancier, n'est-ce pas, donc qui joue un rôle informatif. Deuxième partie maintenant. Ensuite, vous vous attacherez à prouver tout de même qu'ils peuvent changer d'orientation en fonction des enjeux. Et là maintenant, dans la deuxième partie, mais vous allez montrer que le poète, il peut avoir d'autres préoccupations, le dramaturge peut avoir d'autres préoccupations, le romancier peut avoir d'autres préoccupations. Et en dernier lieu, vous direz ce que vous considérez être les principales caractéristiques de l'œuvre littéraire. Dans la première partie de ma présentation, j'ai commencé par rappeler certaines caractéristiques de l'œuvre littéraire. Nous en avons donné 5. Vous allez choisir maintenant donc 3 caractéristiques que vous allez développer dans 3 paragraphes différents. L'œuvre littéraire repose sur un travail esthétique. L'œuvre littéraire a un pouvoir suggestif. L'œuvre littéraire, n'est-ce pas, donc, est polysémique. Je le nierai. Et rapidement, c'est fini. Donc, encore une fois, le problème, ce n'est pas ce qu'on vous donne. Ce qu'on vous donne ne peut pas sortir de ce que vous avez étudié cette année-ci. M. Ndion est là, il ne va pas me contredire. Le bac est le seul diplôme au Sénégal où c'est le prof qui fait le cours en classe, c'est lui qui propose un sujet, c'est lui qui évalue et c'est lui aussi qui, n'est-ce pas, donc, qui est dans le jury pour statuer sur le cas des élèves. C'est seulement le bac. Les autres examens que vous avez au Sénégal, même l'entrée en 6e, vous allez voir que c'est un inspecteur qui se trouve à l'IEF qui donne le sujet. Il n'est pas dans les classes. Mais l'office du bac, qu'est-ce qu'il fait? En chaque début d'année, il cible des profs un peu partout au Sénégal. Il vous envoie une correspondance. Monsieur Tel, vous avez été choisi par l'office du bac pour proposer un sujet en dissertation. Maintenant, il ne s'arrête pas là. Le sujet que vous allez proposer va porter sur tel et tel. Maintenant, dernière chose, ce sujet-là, une fois que vous le proposez, vous ne devez pas le donner à vos élèves dans les 5 ans qui suivent la proposition. Donc, ce sont les profs qui choisissent les sujets. D'ailleurs, après chaque bac, on peut vous dire que le sujet qu'on vous a donné a été donné par tel professeur qui sert dans telle école. N'est-ce pas? C'est le prof qui corrige. Au bac, ce sont les profs qui corrigent les copies. Ce sont les professeurs aussi qui délibèrent. Donc, on ne peut pas donner quelque chose qui sort du cours que vous avez déjà fait. Donc, cette année, vous avez fait un cours en poésie. Vous avez fait un cours sur le roman, sur le théâtre, sur la littérature. Vous n'aurez pas
un sujet qui sort de ce que vous avez déjà appris. Maintenant, l'avantage que vous avez maintenant, c'est quoi? C'est que le prof, il vous dit, répondez à la question en faisant ça, en faisant ça, en faisant ça. C'est très simple. N'inventez pas autre chose. Limitez-vous aux questions qui vous ont été posées par le prof. Répondez à ces questions-là et c'est fini. N'est-ce pas? Donc, on peut bel et bien avoir un sujet qui va porter sur la poésie, le roman, sur le roman, le théâtre, sur, n'est-ce pas, donc la poésie, le roman et le théâtre. N'est-ce pas? Deuxième question à laquelle on va répondre, c'est la question de Yacine. Donc, la vie au théâtre et le théâtre dans la vie. C'est le sujet qui a été proposé en 2019 au bac. N'est-ce pas? Nous voulons de la vie au théâtre. Pour l'auteur du sujet, le théâtre doit refléter ce qui se passe au quotidien dans la société. Être un miroir social. Nous voulons du théâtre dans la vie. Là, c'est plus facile à comprendre. À quoi c'est le théâtre dans la vie? Mais tout simplement à divertir. Donc voilà les deux aspects qu'il fallait montrer dans ce sujet-là. 1. Le théâtre est un miroir de la société. 2. Le théâtre a une dimension ludique, n'est-ce pas, divertissante, tout simplement. N'est-ce pas? Maintenant, pour la question de Soda, quand on parle de la poésie, on dit que la poésie peut être inefficace face aux problèmes de la société. Et c'est vrai. La poésie est inefficace parce que d'abord, c'est un discours hermétique, la poésie. Pourquoi les gens aujourd'hui ne lisent pas de poèmes? Pourquoi ils ne sont pas friands avec la poésie? C'est parce que la poésie est difficile à comprendre. Parce que celui qui écrit, il écrit en faisant un travail sur le langage. Donc c'est difficile à comprendre, c'est hermétique. Ensuite, la poésie, des fois, on se rend compte qu'elle se focalise sur la dimension esthétique en négligeant les problèmes de la société. Maintenant, si la poésie se focalise sur la dimension esthétique et néglige les problèmes de la société, mais elle est inefficace face à ces problèmes-là. D'ailleurs, quelqu'un comme Platon dans La République, mais il disait que, n'est-ce pas, donc les artistes de manière générale, il faut les chasser de la cité. Pourquoi? Parce qu'au lieu de montrer, n'est-ce pas, donc à la cité ces véritables problèmes, les artistes, ils masquent ces problèmes-là. N'est-ce pas? Donc, raison pour laquelle il faudrait, n'est-ce pas, donc les exclure de la cité. Maintenant, si un poète écrit un texte qui est difficile à comprendre, si un poète écrit un texte qui ne touche pas aux problèmes de la société, mais naturellement, donc, ce poète-là, donc, il est marginalisé par la société. C'est pourquoi, des fois, très souvent, les poètes, on les considère comme étant des fous. Parce que tout simplement, c'est des gens qui ne s'intéressent pas aux problèmes de la société. Maintenant, cette inefficacité-là, donc, qui est dévolue à la poésie, est-ce qu'on peut retrouver, n'est-ce pas, donc, cette même inefficacité, donc, au théâtre? Oui, mais peut-être que, n'est-ce pas, donc, avec une moindre influence. Le théâtre aussi peut être un théâtre inefficace. Inefficace, ça veut dire quoi? Lorsque le théâtre, donc, ne se préoccupe pas des besoins de la cité. Mais effectivement, on a un théâtre qu'on peut écrire et qui n'a rien à voir avec les besoins de la cité. Quand on prend l'exemple du théâtre au XXe siècle, on a appelé ce théâtre-là le théâtre de l'absurde. Mais c'est un théâtre qui parle donc de problèmes métaphysiques. Quelqu'un comme Ionesco, hein, il a écrit une pièce de théâtre dont le titre est En attendant Godot. Godot, c'est le mot qu'on emploie donc pour dire Dieu. Mais En attendant Dieu, c'est une pièce de théâtre, il n'y a que deux personnages. Ils sont là à un arrêt en train de discuter. C'est une pièce qui est absurde, qui est bizarre. Mais cette pièce-là, n'est-ce pas, donc, est une pièce qui peut être inefficace parce que donc c'est une pièce qui aborde des questions métaphysiques. Or, les questions métaphysiques, c'est pour des gens qui sont un peu plus éveillés que nous. Mais le bas peuple, les gens donc de la société, mais préfèrent un théâtre qui parle, n'est-ce pas, donc des véritables problèmes, n'est-ce pas, donc de la cité, n'est-ce pas? Ensuite, quand on parle donc de représentation théâtrale, mais la représentation théâtrale, ça suppose quoi? Ça suppose que donc on a une salle destinée donc à cette représentation-là. Est-ce que ces salles-là, maintenant, c'est des salles qui pullulent un peu partout dans nos pays? On prend le cas du Sénégal. Quand on prend le Sénégal, on dit salle théâtrale, donc on parle donc de grand théâtre à Dakar, de Sorano à Dakar. En dehors de cela, maintenant, donc, quand vous êtes dans les régions, des fois, vous pouvez avoir, n'est-ce pas, donc, des difficultés pour accéder à ces salles-là. Donc, le fait que même les gens pour qui les pièces
sont écrites, que ces gens-là donc ne puissent pas donc suivre cette pièce-là, mais ça c'est une forme, n'est-ce pas, donc d'inefficacité. Donc effectivement, donc le théâtre, de la même manière que la poésie est inefficace, peut aussi être inefficace face au problème de la cité, n'est-ce pas? Maintenant, Malik, est-ce que dans une dissertation, on peut ne pas illustrer un exemple qu'on donne? Ah, ce ne serait pas souhaitable. C'est pourquoi maintenant l'exemple, si vous devez donner un exemple, mais choisissez un exemple que vous maîtrisez. Et c'est très simple. L'exemple, on ne vous impose pas donc de choisir tel exemple. Mais je pense bien qu'un élève qui a fait la classe de seconde, qui a fait la classe de première et qui arrive en terminale, mais il doit avoir l'embarras lorsqu'il doit choisir un exemple. On ne vous demande pas des exemples, on vous demande un exemple. Maintenant, parmi les exemples que vous connaissez, choisir un exemple que vous devez donner, mais choisissez l'exemple que vous pouvez expliquer. N'est-ce pas? On peut oublier le nom de quelqu'un qui a prononcé une phrase, de quelqu'un qui a fait la citation, c'est possible. Mais des fois, on aimerait vraiment que lorsque vous choisissez l'exemple, que vous puissiez maintenant expliquer cet exemple-là. N'est-ce pas? Donc, ce qui est souhaitable, c'est vraiment donc de choisir des exemples que vous pouvez expliquer. Maintenant, on ne vous demande pas maintenant donc de faire une explication kilométrique maintenant, mais au moins montrer au professeur que, mais je vous donne un exemple que je maîtrise très bien. N'est-ce pas? La confiance dans l'appréciation de la copie, elle est extrêmement importante. Des fois, quand vous commencez à corriger la copie d'un élève, dès que vous commencez, vous avez une idée sur la note. Parce que vous sentez que cet élève-là, il est en confiance. N'est-ce pas? Et expliquer les exemples, maintenant, fait partie des éléments qui montrent que l'élève maîtrise ce qu'il dit. N'est-ce pas? Maintenant, la question de Ndeye Maguette, la complémentarité entre la fiction et la réalité dans le roman. Mais effectivement, si vous avez donc à traiter donc ce genre de sujet-là, des fois, on peut vous demander dans la troisième partie, après avoir montré que le roman repose sur la fiction, après avoir montré que le roman repose sur la réalité, est-ce que fiction et réalité ne sont pas complémentaires? Et effectivement, un roman ne peut pas seulement être un assemblage de faits réels. Parce que si le romancier devait se limiter uniquement donc à ne parler que de faits réels, il n'aurait pas écrit un roman. Ça, c'est pas un roman. C'est autre chose. N'est-ce pas? Un roman est avant tout une œuvre d'art. Quand on écrit une œuvre d'art, le premier objectif, c'est de toucher la sensibilité de celui qui doit lire, émouvoir le lecteur. Maintenant, pour que le romancier puisse émouvoir le lecteur, il est obligé d'ajouter des éléments fictifs aux éléments qui sont supposés être réels. N'est-ce pas? Même dans la vie de tous les jours. Des fois, quand vous devez raconter, n'est-ce pas, donc une histoire, si vous devez seulement vous limiter, n'est-ce pas, à l'histoire telle qu'elle s'est passée, mais les gens trouveront que ça n'a pas de sens, de saveur. Des fois, en expliquant, vous y ajoutez, n'est-ce pas, donc des choses pour donner plus de tonus, plus de valeur à ce que vous dites. Un romancier aussi ne peut pas se limiter seulement à raconter que des faits qui sont vrais. Dans ce cas-là, il n'aurait pas produit un roman. Il est obligé donc d'ajouter des éléments fictifs aux éléments, n'est-ce pas, qui sont supposés être réels. N'est-ce pas? Je crois que c'est Albert Camus qui disait, n'est-ce pas, donc ni le réel, tout court, ni l'imagination, toute seule. Mais le réel à partir, n'est-ce pas, donc de l'imagination à partir du réel. Ensuite, pourquoi donc réalité et fiction se complètent? Mais c'est parce que des fois, la fiction permet de mieux comprendre le réel. Tout ce qui nous échappe, n'est-ce pas, donc dans le monde réel, on peut le comprendre à travers la fiction. Tout à l'heure, je vous ai dit que des fois, vous allez voir un Français qui n'est jamais venu au Sénégal, mais il comprend les réalités de la société sénégalaise parce que tout simplement, il a lu une œuvre fictive qui parle de ces réalités-là. Donc, c'est pour montrer que donc, la réalité et la fiction, n'est-ce pas, donc se complètent. N'est-ce pas? Donc, voilà quelques éléments de réponse que nous avions à apporter donc, par rapport à ces questions-là. N'est-ce pas? Maintenant, s'il y a d'autres questions. Bon. Réalité. Donc le roman n'est pas 100% fiction, le roman n'est pas aussi 100% réalité. Il y a une part de fiction, mais aussi une part de réalité. Si le roman était 100% fiction, le roman n'intéresserait pas donc les lecteurs que nous sommes. Si le roman aussi était 100% réalité, donc le roman aussi donc, perdrait en quelque sorte sa valeur, parce que déjà quand on parle de littérature, il y a déjà cet aspect esthétique, mais surtout aussi il y a l'apport
l'effort de l'auteur en tant que tel. Donc, l'auteur y met sa touche. Malgré les velléités de beaucoup d'auteurs qui ont annoncé qu'ils préfèrent produire des œuvres réelles, on peut prendre l'exemple des réalistes du 19e siècle, avec Balzac dans la préface de la Comédie humaine, qui nous disait que la société française allait être historienne, et lui, l'auteur, n'allait être que le secrétaire, c'est-à-dire traduire ce que la société française lui dictait. Ce que aussi on nous dit, donc le roman est un miroir que l'on promène le long d'un chemin. Donc c'est des velléités en quelque sorte. Donc c'est une vision en tant que telle. Mais on voit que donc à travers les textes romanesques, on ne peut pas avoir une œuvre romanesque qui est 100% donc réalité. Ce qui nous fait penser à Aragon, qui nous disait que le roman est un mentir vrai. C'est un mentir vrai, mentir comme fiction, vrai comme réalité. Donc c'est un mélange des deux entre la fiction et la réalité. Donc par rapport au théâtre aussi, le théâtre est un genre particulier parce que le théâtre est un genre double. Le théâtre est lu, le théâtre est vu. Et lu à travers la pièce écrite et vu à travers le spectacle. Et sa particularité est que, donc au-delà de ce qui est dit, surtout la représentation, il y a ce qu'on va appeler la gestuelle et la mimique. Aujourd'hui, on voit nos mamans regarder des pièces de théâtre, ou bien des téléfilms où les gens parlent français. Mais à travers la gestuelle, à travers les mimiques, donc, nos mamans arrivent à comprendre ce qui est dit, le contenu en tant que tel. Mais donc, ils n'ont pas accès à la langue, mais ils comprennent le contenu. Donc, c'est la particularité d'une pièce de théâtre, donc, qui lui permet d'être proche de la société, donc d'être aussi beaucoup plus compréhensible par les spectateurs, donc les lecteurs en même temps. Donc on va essayer de prendre d'autres questions. 5 personnes. C'est aux élèves ou bien aux organisateurs, je pense bien. Parce que c'est eux qui ont dit que donc ils voudraient que la présentation porte sur la littérature, sur le roman et le théâtre, n'est-ce pas? Maintenant, autre chose aussi, peut-être que nous aussi, dans notre compréhension, nous avons un peu anticipé sur les éléments d'attente. Bon, on s'était dit qu'on n'allait pas avoir donc d'élèves scientifiques ici. Parce que peut-être que si c'est un prof de maths qui devait venir faire une présentation en mathématiques, les élèves littéraires, peut-être qu'ils ne seraient pas là. N'est-ce pas? Maintenant, maintenant, comme j'ai l'habitude de le dire, vous savez, faire une dissertation en terminale S2, c'est une chose qui est un peu facile. Pourquoi? Parce qu'en terminale S2, on a la chance d'avoir un programme assez réduit. Donc l'élève, il est évalué sur la littérature et la science, sur la poésie et sur le roman. Il ne fait pas le théâtre. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit connaître? Littérature et science. Les deux visages de la littérature et les deux visages de la science. Quand on dit science, donc on constate d'abord que la science, elle est utile à l'être humain parce qu'elle remplit beaucoup de missions pour l'être humain. Elle l'aide dans beaucoup de choses, donc ça vous le savez. Mais en même temps, cette science-là a un aspect négatif. Elle est à l'origine de beaucoup de problèmes que nous rencontrons dans la société. Maintenant, la littérature, elle est utile à l'être humain. Elle peut dénoncer, elle peut éduquer, elle peut conscientiser. Mais en même temps, cette littérature-là, comme nous l'avons montré tout à l'heure, elle peut être inefficace face à certains problèmes de l'homme. Maintenant, quand on doit vous évaluer par rapport à cela, le prof, il fait des combinaisons. Encore une fois, contentez-vous tout simplement de suivre la question posée par le professeur. Donc ça dépend maintenant de ce que le prof vous demande. Montrez que la littérature peut compléter, n'est-ce pas, donc la science. Bon, in fine, c'est ça, parce qu'ils se complètent. Là où la science a des limites, la littérature intervient. La science, elle peut régler les problèmes extérieurs de l'homme, mais elle a des inconvénients. La littérature maintenant règle ces inconvénients-là. La littérature a pour objectif d'humaniser l'être humain qui doit utiliser la science. La littérature peut éduquer, peut enseigner, mais la littérature, elle est inefficace face aux problèmes extérieurs. Et c'est là où intervient, n'est-ce pas, donc la science. Donc à chaque fois, ce sera à vous de faire donc les combinaisons par rapport au sujet qui vous a été proposé par votre professeur. Maintenant, pour ce qui est de la question de Daba, donc la citation d'Anatole France, la science est inhumaine. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la science est inhumaine
Parce que donc la science, comme nous l'avons dit, elle est à l'origine de beaucoup de conséquences que nous avons vues aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc elle cause la détérioration donc, de nos systèmes de vie, elle cause beaucoup de maladies, elle est à l'origine de beaucoup de problèmes. C'est la poésie qui charme et qui console. Donc là, il met l'accent sur la dimension esthétique donc, de la poésie. Là aussi, si vous aviez à traiter ça dans le cadre d'un devoir, mais serait tout simplement donc regarder quelle est la consigne qui vous a été proposée par le professeur et réagir maintenant par rapport à cette consigne-là, n'est-ce pas? Mais en tout cas, ce que je dois savoir, c'est quoi? De la même manière qu'on peut dire que la science est inhumaine, mais de cette même manière aussi qu'on peut dire que la science est utile à l'être humain. La poésie, elle charme, elle console, mais la poésie aussi, elle peut avoir d'autres vocations. Donc, en un mot, un élève qui doit faire une dissertation en terminale, c'est d'abord le contenu. Maintenant, par rapport à ce contenu-là, qu'est-ce qu'on me demande de faire? Utiliser, n'est-ce pas, donc les éléments par-ci, par-là pour répondre aux différentes questions qui me seront posées par le professeur, n'est-ce pas? La citation de Awa Pouy, le but suprême du romancier est de nous rendre sensibles à l'âme humaine, de nous la faire connaître dans sa grandeur comme dans sa misère, dans ses victoires et dans ses défaites. Admiration et pitié, telle est la devise du roman. Donc en un mot, la compréhension que j'en ai, c'est quoi? C'est que le roman nous fait connaître l'être humain, n'est-ce pas, de manière générale. Tout à l'heure, dans mon exposé, j'avais dit que la littérature est un moyen de connaissance de l'être humain. C'est-à-dire que donc, lorsque vous lisez une œuvre littéraire, lorsque vous lisez des fois un roman, mais vous avez, n'est-ce pas, donc l'occasion de mieux découvrir, n'est-ce pas, donc cet être-là, n'est-ce pas? Vous découvrez, n'est-ce pas, l'être, vous découvrez sa vie, les problèmes auxquels il peut être confronté, sa psychologie, sa mentalité. Donc lire un roman nous permet d'avoir donc une connaissance plus approfondie donc de l'être humain, n'est-ce pas? Bon, après M. John va un peu compléter par rapport à cela, n'est-ce pas? Maintenant, pour la question de Ablaye, élargir le débat dans la conclusion. Bon, moi très souvent je dis que élargir le débat, c'est une étape qui est facultative. Maintenant, une étape facultative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bu la neexee nga def, bu la neexee nga bàyyi. Maintenant, il y a deux moments qui sont extrêmement importants dans l'évaluation de la copie d'un élève. Le premier contact que le prof a avec la copie et le dernier contact. C'est des moments très décisifs par rapport à la note. M. John est là. Quand on corrige vos copies au bac, dès qu'on commence à lire, on a une note en tête. Cette copie-là, je vais y mettre 14. Ou bien cette copie-là, je vais y mettre 7. Voilà, je vais y mettre 5. Voilà, 1. Ça dépend. Hein? Non mais... oui. Quand on a dit 14, personne n'a dit. Quand on doit évaluer 250 copies en 3 jours, des fois vous remettez des copies à vos professeurs. Vous êtes 40 élèves dans la classe. Le prof, il garde des copies pendant 2 semaines pour corriger. Imaginez maintenant donc ce même prof-là, il va au bac, on lui donne 250 copies, il doit corriger ça en 3 jours. Parce que l'examen de bac, très souvent, ça commence le mardi. Le mercredi, peut-être, on fait français le matin. Mercredi soir, le prof, il va en concertation. Donc, il ne peut pas commencer la correction le mercredi soir. Il commence le jeudi. Maintenant, jeudi, vendredi, samedi. Samedi, au plus tard, il doit rendre les copies. Maintenant, au bac, aller corriger le bac n'est pas une obligation pour le professeur. Maintenant, qu'on convoque, il dit, je n'y vais pas. Maintenant, quand on a 2 professeurs pour un jury, l'un des profs, il corrige ses copies. L'autre prof ne vient pas, le président jury lui remet ses copies-là à corriger. Maintenant, donc, vous imaginez un peu les conditions dans lesquelles on doit évaluer, n'est-ce pas, donc, les élèves. Maintenant, des fois, quand vous commencez certaines copies, mais vous commencez, vous sentez que donc là, ça ne va pas. Mais on met une note et on s'en va. Continuez pas. N'est-ce pas? Donc, vous lisez la copie. Dès que vous commencez, vous sentez que là, vraiment, bon, quoi. Ça peut arriver. Maintenant, à chaque fois qu'on commence une correction, on a une note en tête. Et on lit maintenant pour voir maintenant, au fur et à mesure, qu'est-ce qui va se passer. Le dernier contact aussi que le prof a avec votre copie est important. Parce que ce dernier contact aussi peut avoir une influence grande sur l'appréciation finale de la copie. Donc, je dois bien travailler l'approche, le premier contact. Mais je dois éviter de terminer mal la copie. Maintenant,
Pour moi, hein, ça veut dire que c'est une position personnelle maintenant. Les autres peuvent ne pas être d'accord avec ça. Vous savez, quand vous faites le bac, on ne vous demande pas d'être des étudiants en lettres modernes. On vous demande d'avoir une bonne note. Quand vous avez 14 ou bien 15, vous avez 15, c'est ça qui va compter. Maintenant, montre au professeur que je sais élargir les perspectives, c'est pas le plus important. Ce prof-là, il ne vous connaît pas, il ne connaît pas votre nom, il ne connaît pas votre copie. Il ne lit que la copie. Dans la copie, il y a un numéro d'anonymat, n'est-ce pas? Maintenant, de plus en plus d'ailleurs, vous allez voir, M. John, il va le confirmer, le prof, il délibère sur des numéros d'anonymat. Des fois, c'est en salle de délibération que vous entendez les élèves crier d'or. Parce que l'élève, il a l'information que professeur, tu ne sais pas ça. Parce que donc, tu n'as pas délibéré sur des noms réels, tu as délibéré sur des noms, sur des numéros, n'est-ce pas, donc d'anonymat. Maintenant, ce professeur-là, vous n'avez pas besoin de l'impressionner pour lui montrer que je sais ouvrir les perspectives. Pour moi, hein, je fais la synthèse de la réflexion, je donne mon point de vue personnel par rapport à la question et je m'arrête là. Pourquoi? Parce que si je fais la troisième étape, je réussis cette étape, c'est très bien. Si je fais la troisième étape, je fausse cette étape-là, c'est ce qui va rester dans la tête du correcteur. Peut-être qu'avant, vous avez fait un travail génial, mais au dernier moment, vous êtes passé un peu à côté, c'est ça qui va rester. Dans la copie, il pouvait mettre un 14. Mais c'est parce que vous avez tellement mal terminé la copie qu'il ne met plus 14, il met 11. Donc vous êtes privé de 3 points, 3 fois 6 ou bien 3 fois 5. Alors qu'il pouvait vous donner ces 14-là. Donc attention à cette étape-là. C'est une étape facultative. Mais pourquoi def? N'est-ce pas? Maintenant, si lettres modernes, on va français maintenant. Donc là, c'est autre chose. Tu pourras maintenant donc faire ce que les élèves, n'est-ce pas, les étudiants en lettres modernes font. Mais pour l'instant, je trouve qu'en terminale, comme vous n'êtes pas obligé donc de faire cela, mais bon, vous pouvez vous en passer. Hein? Maintenant, si vous pouvez faire aussi, essayez de faire. Mais en tout cas, le conseil que je vous donne, bon, c'est vraiment de vous limiter aux 2 étapes. Faire la synthèse, une bonne synthèse et donner votre point de vue personnel par rapport à la question. Maintenant, les citations, littérature, poésie. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que la littérature, c'est un grand ensemble. Un grand ensemble dans lequel maintenant vous avez des éléments. Les éléments, c'est la poésie, les éléments, c'est le roman, c'est le théâtre. Quand on vous donne un sujet qui porte sur la littérature, on peut donner un exemple qui provient de la poésie, du roman ou bien du théâtre, c'est pas grave. Mais quand on vous donne un sujet qui porte sur la poésie, vous n'avez pas le droit de prendre un exemple qui parle de littérature. Il faut l'éviter. Prenez que des exemples qui parlent de la poésie, tout simplement. N'est-ce pas? Donc la différence ici, c'est quoi? Si le sujet porte sur la littérature, là, c'est quartier libre, il faut l'exemple. Mais si le sujet porte sur la poésie, vous êtes obligé de ne prendre que des exemples poétiques. N'est-ce pas? Par rapport à des... Merci beaucoup, M. Khan. Je pense que les réponses étaient très très claires. Déjà par rapport aux scientifiques, donc comme il a déjà dit, la plupart du temps, pour les élèves en série S, on leur propose des sujets qui font une comparaison soit entre la littérature et la science, la poésie et la science, ou bien le roman et la science. La plupart du temps, c'est soit une citation dans laquelle on dévalorise la science et on met en relief la poésie ou bien la littérature, ou bien c'est le contraire. L'essentiel, vous allez suivre la progression proposée dans la consigne. Comme il a déjà dit, on a maintenant des consignes améliorées. On vous dit commencez par ça, ensuite faites ça et terminez par ça. Et pour tout cela aussi, il faut essayer de voir comment faire cette comparaison. À l'objectivité de la science, on oppose la subjectivité de la littérature, et ainsi de suite. Et pour chaque argument aussi, apporter les exemples ici. Donc pour la science, les apports de la science, je pense qu'on n'a pas besoin d'une grande culture pour savoir à quoi nous sert la science dans la vie. Parce que la science, on voit donc l'utilité de la science dans notre quotidien. Mais quant à la littérature, donc c'est un autre aspect. La littérature intervient sur l'homme essentiellement. Donc il y a de ces choses que la science ne peut pas combler chez l'homme. Et là, c'est la littérature qui vient. Donc on voit aussi, comme on l'a vu tout à l'heure avec la fiction et la réalité. La troisième partie aussi, il faudra montrer cette complémentarité donc de la science et de la littérature pour le bonheur de l'homme. Donc pour les autres questions par rapport à Ablaye, citation sur les sujets littéraires,
Donc, ça va me permettre de rebondir un peu tout à l'heure sur la question de Malik Diouf, je pense bien. Donc, la question qu'il avait posée, c'est-à-dire si dans une dissertation, on peut, sans pour autant expliquer, venir donner des exemples. C'est ça. Par exemple, donc, pour une partie, on annonce un argument et on vient donc, pour donner un exemple. Donc, ce que je peux dire là, donc, en dissertation, les exemples sont des preuves. Donc, on explique d'abord, ensuite on illustre, comme son nom l'indique. Illustrer, donc c'est apporter une preuve à l'explication. La poésie peut avoir une fonction lyrique. On explique en quoi la poésie peut avoir cette fonction lyrique. Et pour exemple, on va convoquer Lamartine, les Hugo, etc. pour expliciter, pour illustrer ce qu'on a déjà dit. Donc, ce n'est pas préférable donc, de monter des citations. Donc, l'essentiel, ce n'est pas d'avoir 5 à 6 citations dans la dissertation. L'essentiel, c'est un tout cohérent. Argument, explication, exemple, transition, etc. Avec donc, les connecteurs logiques, connecteurs d'addition, connecteurs d'opposition que vous avez déjà vu en classe. Donc, je pense que c'est ce que j'avais à dire. Par rapport à la troisième partie, comme le doyen l'a déjà dit, c'est un risque. Bon, moi, je me dis que ça dépend du niveau de l'élève. Il y a des élèves qui n'ont pas le niveau pour faire cette troisième partie. Par contre, il y a d'autres qui peuvent le faire. Si vous pouvez le faire, vous savez. Si vous ne pouvez pas le faire aussi, vous savez. Ne prenez pas le risque. Si vous êtes comme des maguettes qui aiment toujours danser plus vite que la musique, vous pouvez vous lancer. Donc, si vous êtes aussi donc, limité, donc, là, ne prenez pas le risque. Donc, je pense qu'on peut prendre aussi d'autres questions si il est déjà 13 heures. S'il y a d'autres questions qui n'ont pas été abordées, c'est le moment avant de clôturer la séance parce que vraiment... Nous allons commencer par la question de Maïmouna Sen. Donc Maïmouna Sen qui pose la question: pourquoi Jean-Paul Sartre considère que les écrivains il considère que l'écrivain doit prendre parti. C'est ça, hein? Il critique les écrivains qui refusent de prendre parti. Maintenant, il faut d'abord chercher à comprendre qui est Jean-Paul Sartre. Il est philosophe, il est littéraire. C'est Jean-Paul Sartre qui a théorisé l'idée donc de la littérature engagée. Même si ça existe avant lui, hein, il faut le dire. Parce que la littérature engagée existe depuis le XVIe siècle. Mais c'est Jean-Paul Sartre qui est venu et qui a théorisé ça. À savoir qu'un écrivain, il est obligé de s'impliquer, ou bien de s'imprégner, n'est-ce pas, donc, des problèmes de sa cité. Maintenant, Jean-Paul Sartre aussi, c'est quelqu'un qui a développé une philosophie, la philosophie existentialiste. Les existentialistes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'existence précède l'essence. Les existentialistes considèrent que la notion de destin n'existe pas. Par exemple, chez nous, musulmans ou bien chrétiens, des fois, quand quelque chose se produit, c'est-à-dire que donc, bien avant notre naissance, c'était déjà écrit, c'était déjà prémédité. Jean-Paul Sartre, donc, lui, il a refusé ça. Il dit que là, le destin n'existe pas. Le destin, donc, n'est rien d'autre que ce que nous voulons faire de notre vie. Pour lui, l'individu, l'être humain, a l'obligation, n'est-ce pas, donc, d'agir sur sa vie et de contrôler cette vie-là. Maintenant, dans la mesure où donc l'individu doit agir sur sa vie, il considère qu'un écrivain, il ne peut jamais être neutre. Parce que dans la vie, il y aura toujours des problèmes. Maintenant, par rapport à ces problèmes-là, il y a deux positions qu'on peut avoir. Soit on peut chercher donc à résoudre ces problèmes-là, soit on peut être neutre face à ces problèmes-là. Et maintenant, lui, il considère que être neutre, c'est choisir de ne pas combattre le problème. Et quand on choisit maintenant donc de ne pas combattre le problème, c'est qu'on a choisi donc d'accepter maintenant ce problème-là. N'est-ce pas? Il dit que même notre passivité, c'est un choix. Quand il y a un problème et que vous décidez donc d'être passif, de ne rien dire, mais vous avez choisi, n'est-ce pas, donc de laisser, n'est-ce pas, donc la chose continuer et perdurer. Et c'est pourquoi donc pour lui, il ne comprend pas comment un écrivain peut être insensible à la misère, n'est-ce pas, à la souffrance du peuple. L'écrivain a l'obligation de s'engager dans la prise en charge, n'est-ce pas, donc des problèmes de sa société. La littérature vous jette dans la bataille. Écrire, c'est une autre façon de vouloir la liberté, n'est-ce pas? Donc pour lui, un écrivain, il est obligé de s'impliquer parce que donc il ne peut pas rester muet face donc aux problèmes de sa société. Donc ça, c'est une obligation. Maintenant, pour la question de Mariama Faye,
Pourquoi dit-on que les productions romanesques ne sont qu'un procès verbal et la révolution de la réalité humaine? Maintenant, il faut savoir que les professeurs qui vous évaluent au bac, ils vont vous évaluer, mais ils vont, n'est-ce pas, donc vous donner des pièges, tendre des pièges. Des fois, quand ils veulent parler d'un problème très simple, au lieu donc de dire que le problème est simple, ils peuvent complexifier le problème, utiliser des termes qui peuvent vous dérouter un peu. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on vous donne 4 heures de temps pour faire le sujet, n'est-ce pas? Maintenant, vous avez appris le roman, vous avez appris, n'est-ce pas, donc ce que c'est qu'un roman réel. Un roman qui reflète ce qui se passe dans la société. Un roman qui reflète avec objectivité ce que l'écrivain voit. Qu'est-ce que c'est que maintenant un procès verbal? Mais un procès verbal, n'est-ce pas, donc c'est un document qu'on écrit à partir de quelque chose qu'on voit. On fait un constat. Donc le roman réel ici, c'est ce qu'il a voulu cacher, n'est-ce pas, donc à travers le terme, n'est-ce pas, donc procès verbal, révélation donc de la réalité humaine. Donc les productions romanesques, c'est un procès verbal, une révélation de la réalité humaine. De manière plus simple, le roman n'est rien d'autre qu'un miroir de ce qui se passe, n'est-ce pas, donc au quotidien dans la société, n'est-ce pas? Donc, M. John, après. Merci beaucoup. Je pense que les réponses ont été satisfaisantes. Donc, on est au terme de la séance. C'est le moment donc de prodiguer des conseils pour vous dire que vous allez faire l'épreuve du bac. Et comme vous le savez, vous allez vous présenter avec vos armes. Vous allez vous présenter avec ce que vous avez traversé depuis le début de l'année. L'essentiel, c'est d'ordonner votre travail et surtout aussi à cette période de faire beaucoup d'exercices. Quand vous faites des exercices, comme les exercices sont aussi utiles pour le candidat au bac que pour un sportif qui prépare une compétition. Déjà, quand vous êtes devant votre copie, devant le sujet, vous avez déjà la main. Et ça, vous avez la chance peut-être de tomber sur un sujet que vous avez déjà traité ou bien un sujet similaire. Ça va faciliter votre travail. Donc, et surtout par rapport à l'épreuve aussi, j'ai l'habitude de donner un conseil. Quand on fait une dissertation, on doit être prudent. Ne pas avoir des positions tranchées. Essayez toujours de nuancer vos propos. De nuancer les propos. Donc, ne pas affirmer à travers votre argumentation. Et essayez aussi d'organiser votre travail, de lire et de relire votre copie, d'éviter les fautes élémentaires. Tout à l'heure, M. Khan a parlé des copies où, dès le début, donc, on a une mauvaise impression du candidat. Donc, comment imaginez-vous un candidat au bac qui, dès la première phrase, fait une faute sur l'orthographe du mot poésie ou bien littérature? Ça, c'est incompréhensible. Déjà, la plupart du temps, quand je corrige des copies, je parle, ma femme me dit que Yangi Koulorek. Parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et surtout aussi, essayez de vous organiser. D'essayer de voir les besoins du sujet. Quand le sujet parle de la littérature, vous avez tous vos bagages. Quand le sujet parle de la poésie, tout ce que vous savez du roman, du théâtre, vous rangez ça dans un tiroir de votre cerveau. À la sortie de la salle, vous allez récupérer ça. Donc, essayez de ne pas faire des confusions d'auteur, des confusions de genre aussi. Donc, et il est déjà 13h16. Les organisateurs, le mot de la fin. Sinon... Mais avant le mot de la fin, nous allons d'abord vous remercier, parce que ce qui est sûr et certain, c'est que ce que vous êtes en train de faire ici, vous le faites d'abord pour nous. Parce que la majeure partie de vos élèves, je crois qu'ils viennent au lycée de Sangué pour faire cours là-bas, c'est des élèves du lycée de Sangué. Donc si vous organisez des cours de renforcement, si vous les aidez donc à mieux préparer le bac, quelque part, donc c'est quelque chose que vous faites pour nous. Parce que s'ils réussissent au bac, on va dire que les élèves du lycée de Sangué s'en sont sortis. Donc on sera grandi par rapport à cela. Et vraiment, depuis Sangué, nous sentons le travail qui est fait. Ça, vraiment, je le sens avec les élèves avec qui je suis, parce que certains d'entre eux sont mes élèves. Et je sens vraiment donc l'apport que vous avez par rapport à eux. Donc nous vous encourageons à continuer dans la même perspective. Donc Mombay Mom, c'est un milieu que nous aimons beaucoup, parce que ce que nous lie à ce village-là, donc c'est important, n'est-ce pas? Donc je crois que moi, depuis que je suis né, j'ai
je ne dirais pas beaucoup de connaissances qui sont de Mbomboy. ñeneen ñi moom samay mbokk yaay lañ waa Moustarchidine lañ ak Moustarchidat ñoom vraiment ñoom maire bi c'est un lien séculaire on pourrait dire, n'est-ce pas? Autre chose aussi, donc il y a des élèves qui sont venus de Bombay et qui ont été nos élèves à Sangué et qui nous ont marqué, hein, n'est-ce pas? Donc l'un d'eux, je le vois, il est là-bas à Mara, vraiment. Tout à l'heure, je lui ai parlé de Mohamed Faïd Dembassar, donc c'est des gens qui ont marqué le lycée de Sangué, franchement. Et pour ça, nous les en remercions. En tout cas, vous encouragez à persévérer dans la voie. Encouragez aussi nos élèves. Vous allez faire un examen très facile, c'est le bac. Vous avez appris. Non, mais... non, je vous dis, ça dit que c'est pas pour blaguer. Mais vraiment, vous avez la chance d'avoir de bons professeurs. N'est-ce pas? Vous avez de bons professeurs, n'est-ce pas? Oui. Ah, ok. Et vous avez la chance de bénéficier d'un encadrement. Donc ça, c'est pas facile. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas vous donner quelque chose que vous ne pourrez pas traiter. C'est impossible. N'est-ce pas? Montanek. Par rapport à ce que vous avez appris cette année-ci, vous ne pouvez pas avoir un sujet et donc, devant ce sujet-là, ne pas écrire. Ce sera impossible. On vous donne un sujet, mais vous allez écrire. N'est-ce pas? Donc, dites-vous bien que vous avez suffisamment appris. Ne vous mettez pas la pression. Vous n'avez pas besoin de vous mettre la pression. Bac, d'ailleurs, quoi am. N'est-ce pas? Ragalbi, non. Chacun cela. Allez, ok. Donc c'est rassurant, hein? C'est rassurant. Déjà à travers l'exposé, à chaque fois que M. Khan commençait une citation, on voyait que les élèves continuaient la citation. Ça montre que vous êtes prêts, hein? Même si le bac était pour demain. Ne vous en faites pas, faites la fête, la tabaski. Célébrez la tabaski, reposez-vous, l'éclair dans l'aine. Et après le bac, on va gérer. Pour mes élèves, je vous donne rendez-vous mercredi ici.